Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un legs de la Révolution française avec la République, avec le drapeau tricolore, la Marseillaise, qui a été composée, écrite par Rouget de Lisle le 25 avril 1792. La Marseillaise, c'est l'hymne national de la France. Qu'est-ce qu'on appelle un hymne? Un hymne, eh bien, c'est un chant qui réunit les hommes autour de ce qui les dépasse. On parle par exemple d'un hymne religieux ou d'un hymne national pour célébrer la patrie. Un hymne est composé en l'honneur d'une personne, en l'honneur d'une idée. Il fait la louange d'une personne ou d'une idée. L'hymne national de la Turquie est l'Istiklal Marche. Une marche, c'est-à-dire que c'est un chant que l'on peut chanter en marchant, qui a donc un aspect sans doute militaire, comme la Marseillaise, qui par certains côtés est aussi une marche. C'est un hymne, la Marseillaise, à l'histoire étonnante, qui pose beaucoup de questions. En effet, ce chant est intimement associé au moment de la Révolution, à l'année 1792, mais il traverse toute l'histoire de France et il traverse même toute l'histoire du monde. C'est un hymne qui a eu un retentissement non seulement national, mais international, qui a été chanté dans de très nombreuses langues. Et curieusement, cet hymne a été composé par un homme, un militaire, Rouget de Lisle, qui était un fidèle serviteur du roi Louis XVI, un royaliste, alors que ce chant est devenu le chant de la République. C'est un chant qui est très militaire, qui invite au combat, qui dit militaire dit discipline. Or, c'est visiblement un chant de révolte, un chant qui invite à combattre pour la liberté. C'est un chant qui a eu plusieurs statuts dans l'histoire, qui a été souvent interdit, parce que considéré comme trop subversif, trop dangereux pour les pouvoirs en place, qui a simplement parfois été toléré, et qui est aujourd'hui le chant officiel, l'hymne officiel de la République depuis 1879, après l'avoir déjà été entre 1795 et 1804. La Marseillaise est un hymne qui déchaîne les passions. Vous ne verrez pas deux Français qui ont le même avis sur la Marseillaise. Il y a des inconditionnels, des gens qui ont la chair de poule, qui se mettent à trembler en l'entendant tellement il y a de force dans la musique. Il y a des gens qui le détestent, qui trouvent que c'est un chant horrible, guerrier. Eh bien, comment pouvons-nous démêler toutes ces contradictions? Nous allons voir d'abord la naissance de ce chant. D'une part, une naissance légendaire, et puis nous verrons un petit peu comment les choses se sont passées historiquement. Nous essaierons de comprendre les paroles du premier couplet, du couplet qu'on est le seul à chanter dans les cérémonies officielles, quand par exemple le président de la République fait une allocution. Nous verrons visiblement que c'est un chant de guerre qui remplit d'énergie, qui pousse au combat, qui déchaîne l'énergie, qui galvanise. Mais nous verrons aussi que c'est un chant de liberté. Enfin, entre ces deux aspects, nous verrons comment il a traversé 2 siècles pour arriver jusqu'à nous, à travers de nombreux pays et de nombreuses idées. Rouget de Lisle était un capitaine qui était en garnison dans la ville de Strasbourg, dans l'est de la France. Or, le roi Louis XVI venait de déclarer la guerre le 20 avril 1792 au roi de Hongrie et de Bohême, c'est-à-dire au futur empereur François d'Autriche, du Saint-Empire. Pourquoi la monarchie française déclare-t-elle la guerre à un roi auquel elle est liée par alliance puisque Marie-Antoinette est une reine autrichienne? Eh bien, les raisons du roi ne sont pas très claires. En tout cas, le fait est que dans l'Assemblée nationale et dans le pays, il y a une grande colère contre la monarchie autrichienne. Pourquoi? D'une part,
parce que de très nombreux nobles ont émigré de France, ils ont quitté la France, et ils se sont retrouvés à Coblence, en Allemagne. Et là, ils menacent la monarchie constitutionnelle, ils menacent la France, ils voudraient prendre leur revanche. Et donc, l'Assemblée nationale demande que ces émigrés soient dispersés. Mais les souverains d'Europe ne les écoutent pas. Grande colère, donc désir peut-être de guerre. De plus, l'empereur, puis François, qui n'est pas encore empereur à ce moment-là, menace la France à plusieurs reprises. Ils craignent de trop s'engager, mais ils menacent la France, ils lui interdisent d'aller trop loin dans la voie de la démocratisation. Ils veulent surtout qu'on prenne bien soin du roi. Ces intimidations, souvent, ont l'effet contraire de celui recherché. Elles enflamment les esprits. Il y a aussi, en France, beaucoup de gens qui souhaitent diffuser la révolution. Nous avons vu que la Déclaration des droits de l'homme avait une portée universelle. Eh bien, beaucoup de gens pensent que toute l'Europe doit balayer les despotes, doit balayer les tyrans. Et dans cette histoire, le roi Louis XVI, eh bien lui, c'est beaucoup plus ambigu. Il pousse à la guerre contre l'Autriche, peut-être dans l'espoir que la France perde pour qu'il puisse retrouver l'intégralité de ses pouvoirs. Alors, comment va commencer la guerre? L'Assemblée fait appel aux citoyens volontaires parce que l'armée, elle est grandement désorganisée. En effet, qui était jusqu'alors responsable des opérations? C'étaient les nobles. Or, beaucoup d'entre eux ont émigré, beaucoup d'entre eux ont quitté la France. Alors l'Assemblée nationale fait appel aux volontaires, fait appel aux citoyens de toute la France pour reformer les armées. Donc, il y a en juillet 1792, alors que les défaites s'accumulent, l'Assemblée nationale proclame la patrie en danger le 6 juillet. Des volontaires montent de toute la France vers Paris après s'être enrôlés dans l'armée. Et c'est à l'occasion de cette montée vers Paris qu'un chant se répand, la Marseillaise. Au départ, ce chant est chanté par les volontaires qui arrivent de la ville de Marseille. Voici, dans le film des Années-Lumière que vous avez vu, la version romancée de ces débuts de la Marseillaise. Écoutez. Le 6 juillet, l'Assemblée nationale a déclaré la patrie en danger. Les volontaires entrent dans l'armée et montent vers Paris. Un petit garçon qui vient de Strasbourg, regarde passer les soldats en sifflant une chanson qu'il a entendue à Strasbourg. Ce soldat l'interpelle. Il l'appelle Piccione, c'est-à-dire petit en marseillais. Écoute. Aux armes, citoyens, tous écoutent. Marchons, marchons. T'as appris ça où? À Strasbourg. Strasbourg? Un charpentier qui chantait, il coupe aux oies. Et bientôt, ces Marseillais montent vers Paris en chantant la chanson qu'ils viennent d'apprendre. Ils ont la flûte provençale. Ils sont rejoints par des Bretons avec leurs biniers qui chantent aussi ce nouveau chant qui passe d'un à l'autre. Bientôt, tous les groupes de volontaires convergent et vont monter ensemble vers Paris. Le 10 août, ils vont déposer le roi Louis XVI lors de la prise des Tuileries. Puis, ils feront la guerre sur la frontière de l'Est. Alors, dans ce que nous avons vu, c'était assez intéressant parce qu'on voit comment le chant passe d'une bouche à l'autre
et se généralise. On peut dire que la Marseillaise a été le tube de l'été 1792. Mais dans la réalité, les choses se sont passées un peu différemment. Rouget de Lisle la compose à Strasbourg, qui est au nord-est de la France. À Marseille, en plein sud de la France, un médecin responsable de l'organisation des volontaires l'entend d'un envoyé de Strasbourg. Il est émerveillé, il le publie, et c'est en chantant ce chant que les volontaires vont monter à Paris, où il sera repris par tous et où il prendra le nom de la Marseillaise, alors que ce n'était pas son nom initial. Rouget de Lisle, comment l'a-t-il composé? Eh bien, le maire de Strasbourg, Dietrich, dit qu'il faudrait un chant pour cette guerre qui est en train de commencer, alors que les Autrichiens déjà sont en train de s'approcher de la frontière. Rouget de Lisle est un capitaine de garnison qui fait un peu de musique. Et là, on ne sait pas trop ce qui se passe pendant cette nuit du 25 au 26 avril. Il a, dit-il, 5 ou 6 heures de délire où il écrit tous les couplets du chant qu'il va présenter le lendemain à Dietrich. Il a peut-être un peu bu, le repas était bon chez Dietrich, il a vu des affiches sur lesquelles était déjà inscrite la formule « Allons enfants de la patrie ». On ne sait pas s'il a composé la musique dans cette nuit de délire ou si c'était une musique d'un musicien italien. On ne sait pas trop. Toujours est-il que le lendemain, à l'hôtel de ville de Strasbourg, la Marseillaise est interprétée pour la première fois et qu'elle devient le chant de guerre pour l'armée du Rhin, dédié au général Luckner qui était en charge des opérations dans l'est du pays. Alors maintenant, nous allons essayer de comprendre le premier couplet et le refrain de ce chant. Il commence par un appel. Allons, enfants de la patrie. La patrie, qu'est-ce que c'est? La patrie, c'est un mot qui a deux sens quand même assez différents. La patrie, c'est la terre des parents, la terre où l'on est né. Et c'est aussi autre chose, c'est aussi la communauté politique à laquelle on appartient. Pendant la Révolution, une des grandes valeurs, c'était d'être un bon patriote. Le patriote, c'est celui qui aime la patrie. La Marseillaise est un chant patriotique. En tout cas, je veux bien que vous reteniez ce double sens. Une communauté politique définie par des droits et des devoirs pour les citoyens et une terre. Parce que la Marseillaise ne choisit pas vraiment entre ces deux acceptions. Parler d'enfants de la patrie, c'est présenter la patrie comme une mère. C'est-à-dire que nous avons ici affaire à une allégorie. S'il s'agit de la terre des parents, c'est une mère car elle nourrit les habitants de France. Ou bien, s'il s'agit de la communauté politique, elle leur donne le statut de citoyen. Le jour de gloire est arrivé. La gloire, c'est la réputation des héros, qui dans l'Antiquité romaine était consacrée par le triomphe. Vous avez ici une représentation du triomphe du général romain. En tout cas, c'est la réputation qu'on acquiert à la guerre. Souvenez-vous de Camille Desmoulins qui disait « Je saurais mourir glorieusement ». Les paroles suivantes sont un peu plus difficiles. « Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé ». Dans ces vers, dans ces octosyllabes, eh bien, Rouget de Lisle pratique l'inversion. Pour comprendre ce que ça veut dire, il faut remettre les mots dans un sens compréhensible. L'étendard sanglant, c'est le drapeau couvert de sang que les tyrans arborent, couvert du sang de leurs victimes, bien entendu. L'étendard sanglant de la tyrannie. L'étendard sanglant de la tyrannie est levé contre nous. La tyrannie, c'est le gouvernement au pouvoir absolu, arbitraire et oppressif. Le despotisme, c'est un gouvernement à l'autorité absolue. Souvenez-vous, on parlait des despotes éclairés et aussi arbitraires. Mais là, ce qui est visé chez les souverains européens, c'est la tyrannie, l'oppression. Entendez-vous, dans nos campagnes,
mugir ces féroces soldats. La France est à ce moment-là surtout un pays agricole, où les campagnes sont les plus répandues. Mugir, le mugissement en fait, c'est le cri du bœuf, du taureau. Donc les soldats qui viennent sont présentés comme des animaux. D'ailleurs, ils sont féroces. Ils ont les qualités, les traits des bêtes sauvages. Ils viennent jusque dans vos bras égorger, c'est-à-dire couper la gorge de vos fils, de vos compagnes. Ce danger amène le refrain. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Les bataillons, c'est une unité militaire, un bataillon de 800 hommes à peu près. Marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors, le sang impur, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce sang impur? Tout d'abord, les citoyens. Citoyen, c'est être membre d'une communauté politique, définie par des droits et des devoirs. On parlait de citoyens dans l'Antiquité, dans la ville d'Athènes. La cité d'Athènes reste un modèle. Les citoyens sont des égaux. Ils doivent partir en guerre pour qu'un sang impur arrose leur sillon. Abreuve, c'est-à-dire arrose, donne à boire. Ce sang impur, quel est-il? Eh bien, il a fait couler beaucoup d'encre. Il a fait se poser beaucoup de questions. En tout cas, c'est une référence sans doute mythologique. Une référence mythologique à un monstre qui est l'hydre de Lerne, dont le sang avait le pouvoir d'empoisonner le sol. L'hydre de Lerne sert de référence pendant la Révolution, car elle est l'allégorie de la tyrannie. L'hydre, c'était ce monstre dont on coupait les têtes, mais qui renaissait toujours et qu'Hercule a pu enfin éliminer en brûlant ses coups et en brûlant ses coups, oui, ses coups au pluriel, et en les cachant sous un rocher. Donc, le sang de l'hydre est impur, et la tyrannie, eh bien, a tous les traits de l'hydre. Elle est toujours prête à rejaillir, à attaquer la révolution. Elle implique la violence. Donc, les serviteurs de la tyrannie, ou les tyrans, sont des têtes de l'hydre, comme il est représenté dans cette gravure qui vient d'un livre de l'époque. Abreuve nos sillons. Les sillons, ce sont les traces que laisse la charrue dans les champs, lorsqu'on sème le grain. Donc, alors que le sang impur pourrait être empoisonné, Rouget de Lille espère que de ce combat naîtra l'abondance, la prospérité. Donc, nous avons vu que ce chant se comprenait avec quelques difficultés pour les inversions. Eh bien, il est extraordinairement mobilisateur. Il est vraiment lié aux circonstances. Regardez la page de la partition qui a été reproduite à Paris. Chant de guerre pour l'armée du Rhin. C'est vraiment très particulier, dédié au maréchal Luckner qui était responsable des opérations dans l'Est de la France. Il s'agit pour Rouget de Lille de mobiliser les esprits, de les galvaniser, de les remplir d'énergie, de les électriser. Voici le manuscrit original de cet hymne des Marseillais. Donc, il appelle à la mobilisation les autres citoyens, puisque ces citoyens qui ne sont pas des soldats pour l'instant. Allons enfants de la patrie. On remarque qu'il utilise le mode impératif à la première personne du pluriel. Dans un moment absolument exceptionnel, le jour de gloire est arrivé. C'est le jour de l'invasion. C'est le jour où l'invasion commence. Vous observez bien l'article défini, le jour de gloire, qui souligne le caractère unique des circonstances. Pourquoi? Parce que ce moment de l'invasion, c'est le moment de se couvrir de gloire, ce qui est le rêve de tout homme soldat dans l'armée. Le jour de gloire est arrivé, donc en même temps qu'il appelle à la mobilisation, il signale que nous sommes dans une actualité unique. Le jour de gloire est arrivé, le passé composé signifie le résultat présent. C'est maintenant
la gloire vous appelle. Et il rappelle la situation de l'invasion. Entendez-vous dans nos campagnes? Une question est posée. C'est une question oratoire. Entendez-vous dans nos campagnes mugir, crier ces soldats féroces? Donc le danger est encore présenté comme loin, mais il va se rapprocher de manière très dramatique, dans une gradation dramatique. Il va être présenté de plus en plus pressant. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, à l'espace lointain des campagnes, répond l'invasion qui pénètre dans les logis, qui pénètre près du corps même des citoyens, jusque dans nos bras, égorger nos fils de campagne. Donc le danger est présenté de manière, et le danger est très pressant. Tout est fait pour que, en ce jour exceptionnel, la situation soit la plus dramatique possible. Il s'agit de susciter ici le sentiment de peur, d'horreur pour amener à la réaction violente des futurs guerriers. Cette peur était celle qui travaillait les Parisiens au mois de juillet 1792. C'est pour cela sans doute que ce chant aussi a eu un tel succès. Et le tableau est vraiment horrible. Il s'agit d'égorger vos fils, égorger nos fils, nos compagnes. Alors que tout à l'heure, les soldats étaient dans les campagnes, ici, la description est très vive. Alors que tout à l'heure, on entendait un bruit, ici, il est fait appel au sens de la vue. Ce danger lance l'appel à prendre les armes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchez, marchez, car Rouget de Lisle était un capitaine. Ce marcher, dans la bouche des soldats, va devenir marchons. Ils vont, en quelque sorte, s'inciter eux-mêmes, s'encourager eux-mêmes à partir. Nous avions vu que les ennemis avaient été déshumanisés, que aux armes, c'est presque un cri face au terrible danger qui a été présenté, la mort des femmes et la mort des enfants, qui conduit au subjonctif de souhait qu'un sang impur abreuve nos sillons. Voici donc comment ce chant mobilise par les paroles. Il mobilise aussi par la musique. Ici, vous avez deux phrases musicales, le début du couplet et le début du refrain, avec ce rythme toujours. Papam, 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 papam. Vous voyez, une courte suivie d'une longue très tonique. Donc, le chant est composé de plusieurs phrases. Nous allons l'écouter dans une version populaire que j'ai choisie parce qu'on comprend très bien les paroles. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux